Donc nous allons parler ce matin du commerce de proximité, des problèmes de centre-ville. Pour parler de ces sujets, nous avons réuni autour de nous, alors d'abord Gilles Bédet, qui est maire de Salins-les-Bains et qui va nous parler de l'expérience d'une opération centre-bourg telle qu'elle a été menée, je vais y revenir, dans le cadre de l'opération appel à projet centre-bourg. Après cette présentation, on pourra réagir les uns et les autres sur qu'est-ce qui se passe pour cette opération centre-bourg, quels sont les problèmes, qu'est-ce qu'il faudrait faire. Étant entendu que vous avez entendu hier qu'on demandait bien sûr qu'on puisse relancer un nouvel appel à projet. Mais non seulement il faudrait relancer un nouvel appel à projet, je vais y revenir, mais il faudra aussi peut-être faire un certain nombre de simplifications et de clarification en matière de financement parce qu'il y a quand même encore un certain nombre de difficultés. Mais enfin, on avance. Et puis, après un petit débat sur ce sujet, on va présenter les initiatives du groupe Casino avec M. Éric Delonne, qui est directeur général exécutif de Casino de proximité. Il y a un certain nombre de démarches de ces grandes marques pour revenir dans les centres-villes. Et il nous dira pourquoi et comment tout ça fonctionne. Je pense que ce sera le cas de son intervention. Et puis ensuite, nous écouterons la présentation d'initiatives en faveur du renforcement du dialogue entre les élus et les commerçants avec Francis Palombi, qui est président de la Confédération des commerçants de France, qui est là. Et puis Hervé Leminck, président de la Journée nationale du commerce de proximité, qui est une journée à laquelle on vous invite à aller participer, mais vous le dira mieux que moi tout à l'heure. Alors, simplement pour lancer le débat, avant de laisser la parole à M. Bédet, nos centres-villes souffrent énormément, notamment dans les petites villes. Dans les grandes villes, il y a longtemps que ces problèmes sont réglés, parce que les centres-villes ont été réhabilités, ils retrouvent de l'attractivité. Et il se trouve que dans les petites villes, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pour des raisons multiples et variées. C'est qu'évidemment, les modes de vie des gens ont évolué, les modes de consommation ont évolué, beaucoup de gens habitent à l'extérieur. Il y a aussi des enjeux qui sont des enjeux sociaux dans les centres-villes qui n'existaient pas avant. On voit même maintenant une modification considérable de la strate de population, des strates de population dans les centres-villes, avec la paupérisation, avec la ghettoisation, malheureusement. Ce qui a... Enfin, il y a 30 ans, tout ça n'existait pas. Dans nos petites villes, ça existait dans les grandes villes. C'est d'ailleurs marrant parce qu'il se passe exactement l'inverse. Voilà. Et évidemment, pour les élus, c'est une préoccupation qui est absolument majeure. Et pour pouvoir travailler sur la redynamisation, retrouver de l'attractivité, il n'y a pas seulement le problème du commerce de centre-ville qui est en jeu. Il y a le problème de l'aménagement urbain, il y a le problème de l'habitat, il y a le problème des services, il y a le problème des déplacements, il y a le problème du stationnement, il y a le problème du logement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'habitat. Et en fait, c'est vraiment en s'attaquant à l'ensemble de ces données que l'on peut commencer à trouver des solutions. Donc, il serait illusoire de penser qu'en refaisant la place du village, on va retrouver l'attractivité. Il faut refaire la place du village, mais il faut s'inscrire dans une stratégie globale. Et c'est un peu tout l'objet de cette opération d'appel à projet qui a été menée l'an dernier, pour laquelle 54 villes ont été retenues. Une opération qui a eu beaucoup de succès, parce que 284 candidats. Alors bien sûr, voilà, il y en a 54 pour l'instant. Alors hier, on entendait beaucoup d'élus nous dire « Ouais, mais nous, pourquoi on n'est pas retenus ? Pourquoi ?» Bon, je pense que quelquefois, passer les premiers, ce n'est pas forcément une bonne chose parce qu'on va expérimenter tout ça. Et je pense que le deuxième appel à projet sera sans doute à la fois recadré et tiendra compte évidemment des enseignements qu'on aura pu tirer de la première vague de projets. Alors je demanderai à M. Bédet de nous présenter son opération. Ces opérations centre-bourg, en fait, lorsque les communes sont retenues, elles font l'objet ensuite de 2 conventions. Une première avec l'État directement, pour ce qui concerne les crédits de FNADT, qui sont surtout des crédits d'animation. C'est d'ailleurs un souci parce que c'est bien de monter des projets, c'est bien d'avoir de l'ingénierie,
C'est indispensable. Hein, on y viendra tout à l'heure parce qu'il y a quelques recettes faciles pour pouvoir engager une dynamique. Mais en même temps, c'est la phase aval qui pose le plus de problèmes. Parce que quand on parle d'investissement, après, faut-il encore trouver les financements. Et lorsqu'après on vous dit, ben non, il y aura de la DETR, point final, là, on commence à se retrouver en difficulté. Ben, c'est le cas, par exemple, si vous voulez refaire une place de centre-ville en accompagnement d'une opération de dynamisation. Il y en a tout de suite pour 2 ou 3 millions d'euros. Et derrière tout ça, on vous dit, ben, vous aurez peut-être de la DETR, quoi. Par contre, du FLNDT, non, vous n'en aurez pas parce que vous en avez déjà donné pour les études. En gros, c'est quand même ça qui est dit. Donc on a quand même une vraie difficulté entre la phase amont, qui est une belle dynamique, parce que c'est une dynamique d'ingénierie, et puis la concrétisation qui, il faut le dire aux élus, aux communes qui n'ont pas été retenues, aujourd'hui, cette concrétisation n'est pas assurée. Elle n'est pas assurée parce qu'on a besoin de savoir ensuite en aval comment les choses vont se passer. Alors il y a du partenariat potentiel avec les régions, avec les départements, avec les intercos, mais l'État, pour l'instant, vous dit, bah, nous, en ce qui nous concerne, ce sera de la DETR. Donc il y a quelques difficultés avec cette convention. Mais c'est quand même un grand pas en avant. C'est 230 millions d'euros qui ont été investis par l'État pour susciter des dynamiques de centre-ville. Il y a une deuxième convention qui est celle de l'ANA, et là qui touche plus particulièrement tout l'aspect du logement. Alors, je laisserai tout à l'heure mon collègue en discuter plus en détail au travers de son cas, et qui permet de faire des opérations de rénovation immobilière, de bénéficier de financements spécifiques pour du logement locatif public ou privé, et donc de mettre une vraie dynamique dans l'habitat à caractère social dans la ville. Voilà. Après, s'ajoutent d'autres dispositifs que vous pouvez très bien mettre en place si vous avez une AVAP, en dehors de tout ça, parce que tout ça se cumule. Donc on voit bien que ces opérations permettent de mettre en place une vraie stratégie de développement de centre-ville, partenariale, avec des offices d'HLM, avec l'ANA, avec l'État, avec les associations de commerçants, je pense que tu en parleras, ce qui est absolument très important, les unions commerciales. Ailleurs, ça s'appelle les offices du commerce. Moi, j'ai un office du commerce. Voilà. Et bien sûr aussi avec l'intercommunalité, parce que je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dissocier une opération de centre-bourg de l'analyse de l'environnement autour de ce territoire. Et bien entendu, il faut essayer de faire en sorte qu'il y ait un lien entre le projet intercommunal et cette opération de centre-ville. Une fois qu'on a dit ça, avant de laisser la parole à M. Bédère, je vais vous donner deux ou trois éléments de réflexion sur ce qui est particulièrement déclenchant pour, j'allais dire, engager une dynamique. La première chose, et nous, je pense que tu as fait la même chose, nous, on n'a pas attendu d'être retenu à l'appel à projet pour faire de l'animation. La première chose à faire, c'est de se donner des moyens d'ingénierie. C'est ce qu'on appelle les managers de centre-ville. Alors ça marche. Voilà. Si vous tombez sur quelqu'un qui est engagé, compétent, ça marche parce que les élus, malgré toute leur bonne volonté, ils n'ont pas le temps de monter tous ces projets, d'avoir ces démarches qui sont complexes au plan administratif. Et donc, le manager de centre-ville, il est absolument déterminant pour engager la dynamique, engager les partenariats et monter les projets pour pouvoir aller chercher les financements. Ensuite, il y a la question du foncier. Parce que bien souvent, on est confronté, moi dans ma ville, j'ai 30% des commerces qui sont fermés en centre-ville. Sauf que, un, comment faire pour les faire ouvrir, évidemment, mais surtout, deux, comment faire pour maîtriser le foncier. Alors là, il y a deux aspects, moi, qui me semblent absolument déterminants. Le premier, c'est de mettre en place le droit de préemption urbain pour les commerces. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, un commerce qui est fermé depuis un certain temps, qui est pourtant dans un endroit où il pourrait passer du monde, intéresse beaucoup des professions libérales. Donc du coup, vous vous trouvez, non plus avec un commerce, mais soit avec un cabinet d'assurance, une agence immobilière ou une banque. Alors on est content qu'ils viennent s'installer, sauf qu'il ne faut pas que ça. Donc il faut veiller à ce qu'il puisse y avoir un droit de préemption, de façon à ce que la commune puisse dire, attendez, non, nous là, on va pouvoir plutôt implanter de l'activité commerciale ou artisanale, donc on ne souhaite pas que s'installe telle chose, donc on préempte. Droit de préemption urbain commercial qui répond à des règles différentes
de celle du droit de préemption. Donc il faut bien se renseigner, parce que même si vous avez un PLU, et que si vous avez le droit de préemption, vous n'avez pas forcément le droit de préemption commerciale. Ensuite, il y a un deuxième outil dont je veux parler un tout petit peu, parce que ce sont des outils qui sont absolument déterminants. C'est la possibilité d'adhérer à un établissement public foncier. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que nos petites villes, je pense que ça sera le débat, ça a été le débat d'hier, ça sera le débat d'aujourd'hui et celui de demain, elles ont des charges importantes, elles ont quelquefois des taux d'endettement qui sont un peu importants, elles ont des autofinancements qui sont quand même de moins en moins importants avec les contraintes que nous avons aujourd'hui, et donc on a besoin de structures relais pour pouvoir maîtriser le foncier, parce que c'est le nerf de la guerre. Et du coup, moi, ça me semble très important que dans ces opérations, on puisse se donner les moyens de maîtriser ce foncier en adhérant aux établissements publics fonciers locaux. Il y en a à peu près dans toutes les régions. Ils se développent de plus en plus. Ils font l'objet véritablement d'un intérêt très fort des élus. Ils fonctionnent plutôt bien. Et surtout, ils constituent des conseils essentiels en matière de maîtrise du foncier. Donc voilà des outils qui sont absolument indispensables et qui s'intègrent dans ces stratégies de centre-bourg. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait demain ? Aujourd'hui, donc, on a ces opérations avec leurs imperfections, mais aussi leur qualité et l'intérêt surtout qu'elles ont suscité en mobilisant tous les acteurs autour d'une cause, autour d'un sujet. Donc, on fait du développement un peu transversal. Maintenant, moi je crois qu'il faut qu'on travaille sur les outils qui sont parallèles et qui permettent de consolider ces démarches. Donc outils fonciers et outils en même temps de développement commercial. Et là, il faut qu'on arrive à trouver une complémentarité entre ces opérations centre-bourg et les nouveaux fonds FISAC qui vont arriver. Alors là, je le dis à toutes les communes qui sont intéressées, parce qu'il faut mener ces deux projets de front. Et il faut que nous, petites villes, on aille vraiment au ministère pour dire, on y est déjà allé d'ailleurs, on est allé voir Carole, parce que Carole Delga, il se trouve qu'elle a été, pendant un temps très court, votre secrétaire générale, puisqu'au moment où elle a été nommée secrétaire générale de la PVF, 3 jours après, elle était nommée ministre de l'Artisanat. Donc, elle n'est pas restée très longtemps, sauf qu'elle est très attentive à ces sujets. Donc, nous sommes allés la voir, et nous lui avons bien dit, voilà, il faut surtout que ceux qui se lancent dans des démarches globales, telles que les opérations au centre-bourg, première génération, deuxième génération, ou même tout court, parce que ce n'est pas parce qu'on ne va pas aller à l'appel à projet qu'il ne faut pas se lancer dans ces démarches. Il faut qu'on puisse bénéficier de cette dynamique FISAC. Alors, il y a un nouvel appel à projet qui va être lancé très prochainement. Le cahier des charges aujourd'hui est arrêté. Et oui, depuis une quinzaine de jours, donc il faut bien veiller à respecter les délais, je crois que c'est jusqu'à la fin de l'année. Ça dépend si c'est des individuels ou si c'est des communes. Voilà, donc on aura sans doute là-dessus un certain nombre de précisions à vous donner. Il y a des opérations individuelles possibles qui sont beaucoup plus simples, mais ce qui nous intéresse, c'est les opérations groupées, puisque là, pour le coup, une opération centre-bourg, on est dans le cadre d'une opération groupée. Et là, il peut y avoir jusqu'à 400 000 € qui viennent abonder des opérations de rénovation du commerce, voire des opérations d'animation. Donc vous voyez bien la complémentarité qu'il y a entre les deux, et il faut absolument, à mon avis, si vous voulez avoir une chance plus forte pour être retenu au titre du FISAC, être déjà dans une logique de stratégie de réhabilitation de centre-ville au plan général, pour inscrire cette opération FISAC dans une opération plus globale de redynamisation de centre-ville. Alors ça ne veut pas dire que vous l'aurez, mais en tout cas, ce sont ces deux démarches qui sont complémentaires qu'il faut absolument mener. Voilà un peu les outils qui sont à notre disposition. Voilà, c'est un vrai sujet. Je voudrais simplement rappeler, avant de laisser la parole à M. Bédard, que la PVF a été à l'origine de cet appel à projet. Parce que nous avons tous travaillé au sein d'ateliers au fur et à mesure de nos congrès, au fur et à mesure des années, et on a bien vu qu'on avait besoin de cette dynamique d'ingénierie. Et on l'a vraiment revendiqué. Donc c'est à partir de cette volonté forte de la PVF que cet appel à projet a été mené. Maintenant, il faut le faire vivre, le faire évoluer et s'inscrire dans les autres stratégies, sachant que
dans certains territoires, vous avez aussi les programmes leaders européens qui peuvent venir abonder les opérations de rénovation du commerce. Parce que ce qui est intéressant pour un commerçant, évidemment, c'est aussi derrière de savoir comment il pourra être aidé s'il accepte de s'installer ou s'il accepte de rénover son commerce. Donc voilà, FISAC, Union européenne, collectivité, région, on a des outils pour pouvoir y arriver, mais c'est vrai que c'est une tâche qui est très lourde parce que voilà, nos centres-villes souffrent. Voilà, peut-être maintenant un cas concret qui est un bel exemple. Merci Pierre. Oui, la ville de Salins-les-Bains, comme la tienne, a été retenue pour cet appel à manifestation d'intérêt revitalisation Bourg-Centre. C'est une expérience, donc nous nous lançons un petit peu à l'aventure. Ce qui a fait que nous avons été retenus dans le Jura, puisqu'il y a une seule ville dans le Jura qui a été retenue, c'est la mienne, 2 en Franche-Comté avec Giromagny et 5 pour toute la Bourgogne-Franche-Comté avec Montbard, Avallon et Tournus. Ce qui a fait la différence, et je réponds à mon collègue malheureux qui n'a pas été retenu hier, c'est que depuis maintenant plus de 10 ans, nous avions lancé les ateliers du territoire en partenariat avec la DDT. Je crois même qu'ils sont venus chez toi du côté de Clermont pour faire un exposé, justement, un retour d'expérience sur ces ateliers du territoire. Si vous ne l'avez pas fait, je vous assure que c'est un outil diagnostique qui est vraiment très important et qui permet de cibler les problèmes des villes. Donc, bien entendu, nous avons candidaté. Ça a été un délai très court, puisqu'entre le 12 juin et le 12 septembre, avec les vacances, il a fallu monter le projet. Nous n'avons pas fait appel à un cabinet extérieur parce que nous n'en avions pas les moyens. Donc, nous avons tout fait en interne avec les services de la mairie et de la communauté de communes. Parce que c'est un projet qui est porté à la fois par la ville de Salins et sa communauté de communes de 22 communes. C'est important. C'est important. Donc, nous avons donc lancé cet appel à manifestation d'intérêt, 302, enfin tu m'as dit 284, nous on en avait 302, qui ont été présélectionnés par le préfet, qui a décidé, moi j'étais en concurrence avec la ville de Moret, qui est une ville sinistrée aussi, et la ville d'Eyrouse, qui est une station de ski, qui elle avait un projet, qui avait présenté un projet de transfrontalier qui n'a pas été retenu. Donc par le ministère. Centre-bourg, donc moi j'ai 2864 habitants, 22 communes, aux environs de 6000 habitants, et comme partout dans nos bourgs-centres, un déclin démographique et économique, avec bien entendu la disparition de toutes nos industries, nos faïenceries, notre musée du sel, un habitat insalubre, et on y reviendra, souvent avec des propriétaires indélicats qui font du déficit foncier. Et là, il y aura une opération Rittieri qui va me donner les moyens juridiques d'aller retirer ces verrues de centre-ville. Et puis une vacance de l'ancien, avec souvent dans ces villes anciennes des successions qui n'en finissent pas et des héritiers qui veulent garder le patrimoine mais ne veulent pas l'entretenir. Voilà, donc les richesses, moi la situation géographique, je suis un lieu de transit, je suis à 40 km, je suis au centre, entre Besançon au nord, Pontarlier qui est à la frontière suisse, Dole et puis Lons-le-Saunier. J'ai bien entendu un riche patrimoine environnemental, j'ai 2 forts, j'ai des forts Vauban, j'ai une AVAP, je suis petite cité comtoise de caractère, j'ai une diversité, j'ai encore la chance d'avoir 70 commerces et une union commerciale très forte, une des plus importantes du Jura, que j'ai associé bien entendu au projet de rénovation Bourg-Centre, parce que si le projet, dans un premier temps, est centré sur la rénovation de l'habitat, nous l'avons décliné à la fois en rénovation urbaine, en bien entendu un volet pour nos commerçants, et nous avons associé l'union commerciale, et puis thermalisme, casino, voilà. Nous avons la fonction de centralité qui est indispensable. Pour amener la communauté de communes à s'investir dans le projet, il a bien fallu faire preuve de beaucoup de pédagogie, parce que quand vous avez des maires de villages de 40 habitants, 50, au maximum 100, et leur faire comprendre qu'il va falloir mettre la main à la poche pour venir aider la ville-centre, c'est pas toujours facile. Donc il a fallu développer des trésors de persuasion pour leur dire tout simplement que si la ville Bourg-Centre était en difficulté, que nous perdions nos services publics parce que nous étions en déclin, ils en pâtiraient eux aussi, et que si le Bourg-Centre mourait, ils suivraient dans peu de temps.
J'ai la chance d'avoir un président de communauté de communes qui est réceptif et qui a joué le jeu, et nous avons réussi à faire que la communauté de communes s'investisse avec nous. Alors, le fil rouge, c'est d'abord un travail commun et collaboratif entre la ville et la communauté de communes. C'est indispensable parce que le projet est porté par les deux. 3 secteurs d'intervention qui ont été priorisés, puisqu'on nous a demandé de faire le projet sur les 6 à 10 ans. Donc il a fallu prioriser nos zones d'action. Donc nous avons divisé. Moi j'ai une ville qui est très longue, qui est encaissée, qui fait 5 km de long. Donc on a décidé de faire par tranche. Et la première tranche, c'est de faire de la restructuration urbaine, un vecteur de dynamisme économique et de développement durable, de réduction des inégalités, de cohésion sociale, de valorisation du patrimoine. J'ai un patrimoine très très riche. Malheureusement, je n'ai pas les moyens de l'entretenir à la mesure de ce qu'il représente. Il faut savoir que Salins était une des premières bibliothèques au Moyen-Âge. Nous avons un fonds ancien de plus de 20 000 volumes, des incunables, des antiphonaires. Bon, tout ça, ça nécessite bien entendu des endroits sécurisés que nous n'avons pas. Donc, bien entendu, nous avons quelques soucis par rapport à ça. Je crois que dans ce sujet, il faut être à la fois raisonnable, parce que, comme l'a dit Pierre, les fonds, il va falloir aller les chercher, mais il faut être résolument ambitieux, parce qu'il en va de l'avenir de nos cités moyennes, qui doivent redevenir des centres attractifs pour des jeunes couples, qui peuvent travailler dans des grandes villes qui sont autour et habiter Salins, et non pas faire l'inverse. Parce que moi, j'ai un problème de flux, c'est-à-dire que j'ai des gens qui habitent dans les grandes villes et qui viennent travailler dans ma petite ville. Et moi, mon souci, c'est d'inverser la tendance. Alors, Pierre l'a rappelé tout à l'heure, 2 conventions à signer. Nous, on a déjà signé la convention avec le FNADT, ce qui nous a permis de recruter une chef de projet et une chargée de communication à mi-temps que nous partageons avec la communauté de communes. Nous sommes en train de rédiger et de faire le diagnostic pour la signature avec l'ANA, qui nous a demandé une étude très poussée, qui nous a demandé de cibler les immeubles que nous allions rénover, que nous allions détruire. Très compliqué, très très compliqué. Nous, on a pris un conglomérat avec la Jura Habitat, qui est spécialisée dans l'habitat. On a pris une agence paysagère pour faire la rénovation urbaine. On a pris la SOCAD, qui est une société qui accompagne les projets, qui par exemple dans la construction du nouveau thermal que nous avons entrepris, et là en assistant de maîtrise d'ouvrage. Et puis nous avons pris un cabinet d'architectes, plutôt spécialisé dans la ville, de manière à ce qu'ils puissent nous dire quels étaient les endroits prioritaires, de manière à ce que, même si nous avons décidé de prioriser un quartier, le restant de la ville se sent impliqué et ne disent pas « Ah, ça y est, c'est ce quartier-là qu'ils ont ciblé, nous on n'aura rien ». Donc on a ciblé ce quartier, mais on aura des opérations ponctuelles dans les autres quartiers pour impliquer toute la population. C'est un projet que la population doit s'approprier. Donc, avant l'année 2015, bien sûr. Alors, le volet habitat, bien entendu, c'est de rénover l'habitat insalubre, et j'en ai un certain nombre dans toute la ville. C'est une nécessité absolue, parce qu'on est dans un cercle vicieux. Il y a une inadéquation entre l'offre et la demande. Quand vous avez des gens qui viennent en disant « vous avez une magnifique ville, ça nous donne envie d'y habiter », et puis qu'ils visitent pour trouver un logement des appartements ou des maisons qui sont dans un état catastrophique, ben, ils s'en vont. Et d'un autre côté, j'ai des propriétaires qui disent « Ah oui, mais j'ai pas de demande, pourquoi voulez-vous que je rénove ?» Donc il va falloir faire quelque chose. Donc on a mis en place une OPA-RU pendant 6 ans pour inciter les propriétaires à réaliser des travaux, dans un programme Habiter mieux, avec de la rénovation thermique, avec le programme Ephilogie. Inutile de vous dire que dans nos villes anciennes, faire des bâtiments de basse consommation, on n'y arrivera pas, c'est pas la peine. Donc on va essayer de se limiter à faire des économies d'énergie. Et chose très intéressante, c'est la possibilité de faire une opération d'ori-tirori, c'est-à-dire d'avoir des moyens législatifs pour expulser les propriétaires indélicats. Moi j'en ai un, il habite Paris. Il fait la même chose à la fois chez moi à Salins, à Moret, à Saint-Claude. Il achète des immeubles, il ne les rénove pas. Il les laisse, et puis il a le culot en plus,
quand il a un commerçant qui s'installe dans sa cellule commerciale, de lui mettre dans son bail un article comme quoi il est responsable de la rénovation et de l'entretien de tout l'immeuble. Donc je ne vous dis pas, y compris le toit, les fuites, donc forcément les commerçants qui pourraient éventuellement s'installer fuient. Donc lui, il est une de mes cibles pour... en plus de ça, il a de très beaux immeubles qui sont en plein centre-ville et qui m'empêchent de rétablir la continuité économique de la ville. Donc nous, on va essayer de faire porter ça à la fois par un EPL, un établissement public local, où on va associer la communauté de communes. Mais tu parlais tout à l'heure des établissements fonciers, et je voudrais revenir là-dessus parce que ne vous privez pas des établissements fonciers, parce qu'ils ont la maîtrise de la négociation avec justement ces propriétaires indélicats. Ils y vont d'abord, j'allais dire, en termes de... voilà, est-ce qu'on peut s'entendre, qu'est-ce que vous voulez faire, et ils peuvent souvent nous éviter d'aller justement dans ces opérations de coercition qui peuvent d'abord prendre du temps, parce que forcément le propriétaire va se défendre, il va aller au tribunal administratif, il va contester, s'il perd au tribunal administratif, il ira forcément au-dessus, donc on n'a pas de temps à perdre, on a besoin d'aller vite. Donc les établissements publics fonciers ont cette capacité à nous aider à régler des problèmes de manière plutôt conviviale, quand c'est possible. On a un volet urbain, bien sûr, parce qu'on ne peut pas rénover simplement de l'habitation, en sachant que sur les 2 millions de crédits de l'ANA qui sont fléchés sur la ville de Salins, c'est 70% pour le privé, 30% pour le public. À ce sujet, moi j'ai un souci dans ma région, c'est que le délégataire des crédits ANA, c'est le conseil départemental, qui me dit, parce que je les ai invités au comité de pilotage, et il y a eu une passe d'armes entre l'État et le délégataire, où le délégataire dit à l'État, vous êtes bien gentil, vous avez décidé de mettre 2 millions sur la ville de Salins, mais vous m'avez baissé mes crédits ANA de 50%. Donc moi, personnellement, je n'ai pas envie de cibler, de flécher la ville de Salins Bourg-Centre prioritaire. Et vous avez l'État qui, de l'autre côté, qui dit, écoutez, vous ferez ce qu'on vous dira de faire. Oui, mais vous irez expliquer aux autres maires des autres villes qui ont besoin des crédits ANA qu'ils n'ont plus rien et que tout va sur Salins. C'est un vrai problème. Voilà, donc il faudrait que dans ce cadre, il faudrait que ce soit les intercos qui soient délégataires et non plus le conseil départemental. Donc nous, dans ce qui nous a aussi permis d'être retenus, c'est que nous avions déjà, dans le passé, lancé des opérations comme la construction d'un nouveau thermal, qui était indispensable. Nous avions été retenus au niveau de l'UNESCO pour la saline de Salins-les-Bains, qui était la grande saline, qui a permis le développement de la saline royale d'Arquesnan, qui, elle, était classée. Et nous, en fait, nous avons été classés par extension de notre fille, comme quoi, des fois, les enfants sont reconnaissants et nous permettent d'avoir ce label UNESCO. Depuis que nous avons été retenus Bourg-Centre, même si nous n'avons pas encore lancé les réalisations, nous avons déjà, du fait de la publicité, d'en avoir parlé à la fois à la radio, à la télévision régionale, nous avons des commerçants qui sont arrivés et nous avons 2 entreprises qui sont déjà venues s'installer, qui ont ouvert leurs portes sur le territoire. Nous avons des investisseurs privés qui sont, comme par hasard, alors qu'on les attendait depuis des années, eh bien, grâce à la notoriété de Bourg-Centre, j'ai des investisseurs qui veulent dans l'hôtellerie, dans l'artisanat. Voilà, on devient, comme disent les Anglais, bankable, et ça, c'est très très positif. Donc, recréer une continuité urbaine, purger, comme dit l'architecte des bâtiments de France, certains quartiers, parce qu'on a besoin d'aérer la ville, alors on a une rivière, on ne la voit pas parce qu'il y a de l'immobilier qui la cache, donc c'est un grand sujet. Réaménager le stationnement, développer les modes de circulation douce, donc on est en train de mettre en place des vélos-taxis, pour que nos... Alors en plus de ça, moi j'ai un souci, c'est que les 2 cités HLM sont à chaque extrémité de la ville. Donc il faut qu'ils fassent entre 2 et 3 kilomètres pour avoir accès aux services publics. Et nous n'avons pas les moyens
de mettre en place une navette de type moteur électrique. Donc on n'a pas les moyens. Donc on est en train de réfléchir sur ces déplacements doux, pistes cyclables et vélo-taxi. On a eu cette idée. On va voir ce que ça donne. Bien entendu, pour les 22 il y a le volet économique. Donc pour les 22 communes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est important que le bourg-centre soit redynamisé, parce que forcément, il y aura des retombées. Mais au-delà de la communauté de communes, nous, on est organisé en pays avec Poligny-Arbois-Salins. Et j'ai réussi à faire en sorte que le pays vienne dans le comité de pilotage, de manière à ce que nous ne soyons plus en compétition avec les 2 autres villes partenaires, mais que nous soyons en complémentarité dans le développement de bourg-centre. Donc, j'ai instauré 2 comités, un comité technique avec des élus, l'Union commerciale, la Directe, la CCI, les chefs d'entreprise, et puis un comité financier qui, lui, là, n'est réservé qu'aux financeurs, la région, le département, l'État. On a décidé d'offrir un volet tourisme pour une offre touristique organisée, donc, parce que pour l'instant, c'est un de nos seuls moyens de tenir encore tant que nous n'aurons pas redynamisé économiquement notre ville. Il nous reste le thermalisme et le tourisme. Je terminerai simplement en disant que mes prédécesseurs, puisque je suis un nouveau maire élu, pensaient qu'ils combleraient le déficit économique, la dégradation et le départ des industries uniquement avec le thermalisme et le tourisme. Le souci, c'est que dans le tourisme, nous avons beaucoup d'excursionnistes qui viennent, qui passent 2 heures et qui s'en vont, qui ne restent pas sur le territoire. Nous avons des curistes qui sont à 70% des locaux, des locaux régionaux qui retournent chez eux le soir. Et je crois que la grande erreur des 30 dernières années pour ma ville, ça a été de se tromper, j'allais dire, de ciblage économique, qui a fait que nous étions une ville à 5500 habitants dans les années 60-70 et que nous ne sommes plus aujourd'hui que 2800. Voilà, le but de mon mandat, c'est 2 choses. C'est de stopper la baisse démographique et éventuellement la relever, et de créer une nouvelle commune. Et je peux vous dire qu'avec des communes où il y a des ruraux qui sont attachés à leur identité, c'est pas chose facile. En tout cas, une belle démarche. Voilà. Donc vous voyez que lorsqu'il y a du partenariat, lorsqu'il y a une démarche globale, avec une impulsion d'État quand même, hein, mais aussi des collectivités, ben voilà, le projet se met en route. Alors, peut-être y a-t-il des questions sur ce volet vraiment opération Centre-Bourg, puis on va après écouter quelques témoignages intéressants, parce qu'il y a aussi dans le domaine privé des initiatives qui peuvent contribuer à la redynamisation. Oui. Il nous manque les micros. Micro. Merci. Allez-y. Évidemment, ça m'intéresse puisque j'ai abordé le sujet hier et je trouve qu'on a vraiment beaucoup de points communs, mis à part qu'on n'a pas des termes, mais un musée de la tannerie. Mais ce que je voulais savoir, c'est d'abord si le document il est disponible sur le site de ta ville ou ce que tu viens de présenter. Ou... Je me ferai un plaisir de te remettre le PowerPoint et tu pourras éventuellement prendre contact avec ma chef de projet qui va pouvoir éventuellement t'aider si tu es candidat dans la 2e mouture du... Il n'y a aucun problème, on partage les... D'ailleurs, on s'est mis en rapport avec toutes les villes retenues dans notre région. Et par exemple, quand on a sélectionné notre chef de projet, on a eu beaucoup de candidatures. Les candidatures que nous avons rejetées, nous les avons transmises à nos villes sœurs qui étaient dans la même démarche. Donc, alors, justement, moi je pense qu'avec la PVF, on peut recenser l'ensemble des dossiers qui ont été retenus et demander à ce que sous forme numérique, ils puissent être mis en ligne, de façon à ce que vous puissiez avoir un échange d'expérience. Ça me semblerait être très bien. Je me tourne vers notre chargé de mission qui est là, qui a bien entendu. Hein, je pense que c'est facile à faire avec le numérique. De toute façon, tous les dossiers ont été transmis en numérique. Donc,
Il suffit de les recenser, en tout cas, tous ceux qui voudront bien nous les donner. En tout cas, moi, je mettrai le mien à disposition aussi. Pas de problème. Oui, alors, juste deux petites questions, parce que j'ai vu des sigles RI, RITORI, ORI, etc. Bon, je ne sais pas trop, j'ai un peu imaginé ce que ça pouvait être. Et ce qui m'intéresse aussi de savoir, c'est un établissement public foncier. J'en ai déjà entendu parler. Je ne sais pas très bien comment ça marche, il n'y en a pas dans notre région. Et ça m'intéresse aussi. Alors, on va vous dire très rapidement. Un établissement, alors d'abord, sur les opérations ORI-TIRORI, alors ce sont des opérations qui sont des opérations de rénovation immobilière sur des périmètres identifiés qui sont très ciblés, à l'échelle d'un îlot, voire de 2 immeubles ou d'un immeuble. Pourquoi? Parce que c'est une opération qui, d'une part, va vous permettre de bénéficier de financements vraiment, vraiment optimisés pour restaurer, et en même temps, voire détruire, pour reconstruire. Et en même temps, cette opération, qui a ensuite été soumise à enquête et ainsi de suite, vous donne un droit d'expropriation. Vous savez que c'est quand même un de nos problèmes majeurs, quoi, dans les centres-villes, y compris d'ailleurs dans les secteurs tendus qui répondent à d'autres préoccupations dont on ne parlera pas aujourd'hui. Mais une des grandes difficultés en matière de logement, c'est d'arriver à montrer qu'une opération peut être d'intérêt public. Parce que malheureusement, on n'a pas beaucoup de moyens de maîtriser, à part par la préemption. Mais la préemption, si la personne ne vend pas, vous ne pouvez pas mobiliser le foncier. Donc l'avantage de l'opération telle qu'elle a été définie tout à l'heure très rapidement et qu'on va utiliser dans tous nos projets, c'est que dès lors que ces îlots ont été identifiés, qu'on a pu mettre en place la procédure nécessaire, vous pouvez exproprier. Ou en tout cas avoir suffisamment d'arguments pour décider le propriétaire à bien vouloir vendre. Parce que c'est vrai que c'est quand même mieux quand on a dans la poche le juge d'expropriation, c'est plus facile à négocier que quand on vous dit faites ce que vous voulez, de toute façon je ne vendrai pas. Parce que c'est ce qu'on entend. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors après l'établissement public foncier. Établissement public foncier, alors souvent régional, il y en a de plus en plus, vous adhérez, il est financé par une taxe qui est une taxe fiscale par habitant et qui est sur la taxe sur le foncier bâti, je crois, ou quelque chose comme ça, ou sur la TH, enfin bon, sur une des taxes. Donc c'est une autre colonne en fait. Au même titre qu'il y a une colonne intercommunalité, vous allez avoir en fait tout simplement une taxe établissement public foncier qui est relativement peu importante. C'est pas, je pense que ça doit être de l'ordre de 1 euro ou 2 euros par habitant. Enfin, ça dépend des établissements publics, donc ça m'est difficile de vous dire ça parce que ça dépend de la politique qu'ils mènent. Donc vous adhérez, le financement se fait ex nihilo ensuite, il est fiscalisé, et ensuite l'intérêt, c'est qu'au lieu que ce soit la commune, lorsqu'elle veut... Admettons que vous ayez cette ORI dont on a parlé tout à l'heure, et vous n'avez pas les moyens d'acheter, pour faire le lien avec ce qu'on a dit. Vous vous adressez à l'établissement public foncier, c'est lui qui va négocier et acheter pour votre compte. Et il remettra à disposition de la commune au moment où vous avez besoin d'utiliser le foncier. Il assure le portage foncier, en fait. Voilà. Donc c'est extrêmement intéressant. Alors par contre, après, chaque établissement public foncier a sa politique, et certains financent à terme, d'autres financent pendant, d'autres financent... Ça, après, c'est chacun, c'est à discuter. Mais le principe est excellent, parce que c'est la seule façon... admettons que vous ayez une opportunité, même dans le cas du droit de préemption. Une année, au mois de juin, juste après que vous ayez voté le budget, comme par hasard... Une opportunité, il y a un immeuble de centre-ville qui se libère. Et évidemment, la personne veut vendre vite, parce que voilà, et vous n'avez rien au budget. Alors, si vous n'avez rien au budget, c'est plus compliqué de faire une décision modificative aujourd'hui pour dire je ne fais pas tel investissement et puis je vais acheter ça. Bon, votre établissement public foncier, il intervient immédiatement. Et il porte jusqu'à ce que vous ayez besoin de l'outil, de l'immeuble. Voilà. Mais je crois que dans ma région, il n'y en a pas. Il faudrait le créer. Je ne sais pas qui peut être à l'initiative de ça. Alors, il y en a dans beaucoup de régions.
Nous, par exemple, c'est le département du Doubs qui vient de modifier ses statuts pour pouvoir venir dans le Jura. Bon, là, il y a un travail à faire si vous n'en avez pas localement. Le portage peut se faire est limité dans le temps quand même, au niveau de l'établissement public foncier. Ça dépend desquels. Ça dépend, voilà. Ils ont. Chacun a sa politique. Chacun a sa politique. Alors, autre question, puis on va avancer un peu. Sur ces opérations Centre-Bourg. Oui. Micro. Ah, pardon, madame. Excusez-moi. D'abord, madame, je n'ai pas vu. Bonjour, Myriam Marin, commune de Sinnamary en Guyane. Je souhaiterais savoir si cet appel à manifestation d'intérêt revitalisation au Centre-Bourg était pour tout l'ensemble du territoire national, y compris les DOM. Oui, y compris les DOM. D'ailleurs, il a été porté par le ministère de l'Outre-mer aussi. D'accord, merci. Ministère du Logement, ministère de la Décentralisation, ministère d'Outre-mer. Oui. Qu'est-ce que c'est le dispositif Ephilogie? Alors, Ephilogie. Ephilogie est un dispositif qui a été mis en place par la région Franche-Comté pour mettre en place et aider les propriétaires à rénover de manière durable et faire baisser la note d'énergie. Voilà, donc ce sont des crédits qui sont avec des obligations, mais ils nous accompagnent justement pour le volet énergétique dans la rénovation Bourg-Centre. Voilà. Oui, monsieur. Ensuite, on va avancer un peu, puis on pourra en revenir après. Mais je veux que chacun puisse s'exprimer. Donc, Oui, bonjour, Yves Dauvé, Nord-sur-Aire dans le 44. Donc on a un établissement foncier au niveau du 44 qui nous aide beaucoup dans ce genre d'opération. Donc je confirme l'intérêt. Alors vous avez parlé de la dimension logement, de la dimension commerciale, de la dimension déplacement. Il y a une autre dimension aussi que nous on essaye d'activer, c'est l'animation. Faire venir les gens dans le centre-ville. On vient de relancer un petit marché du centre-ville le dimanche matin en complément des grandes surfaces que l'on peut avoir, en passant par d'autres animations que vous connaissez bien, en s'appuyant bien sûr sur l'association des commerçants qui est toujours un partenaire privilégié, bien sûr. Voilà ce que je voulais dire par rapport à ça. C'est extrêmement important le volet animation. Moi, j'ai parlé un peu de management tout à l'heure, mais il induisait l'animation. Et cette animation, nous en tout cas, on a fait comme ça. C'est important qu'elle soit contractualisée. C'est-à-dire que, pour le coup, vous parlez de l'association des commerçants, nous on a une convention triannuelle avec l'Office du commerce. Et en échange d'un certain nombre d'animations que nous on organise, eux aussi organisent de l'animation. On fait de l'événementiel, voilà. Et tout ça est piloté par le manager de centre-ville. Donc voilà. Nous, on a fait en sorte que l'Union commerciale et l'Office de tourisme, avec la ville, fassent une publicité commune et qu'on ne vende plus ou les thermes ou le casino, mais qu'on vende la destination. Et on a incorporé notre Union commerciale avec l'Office de tourisme. Voilà. Oui. Oui, alors je suis arrivé en retard, mais je ne sais pas si vous avez parlé du droit de préemption sur les fonds de commerce. Oui. Alors, sur les baux commerciaux, parce que apparemment c'est assez difficile à mettre en œuvre, parce qu'une collectivité, une fois qu'elle est préemptée, comment faire pour essayer de retrouver quelqu'un qui peut reprendre le fonds de commerce? Si le cédant n'a pas réussi lui-même, c'est toujours difficile de retrouver et d'assurer aussi le portage. Alors, vous parlez des EPF, mais est-ce que je crois que les EPF n'ont pas vocation à porter les fonds de commerce? Je crois que c'est une question de discussion avec eux. Une chose est sûre, c'est que le droit de préemption commerciale, il est facile à mettre en place. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de grosses difficultés. C'est une délibération qui doit être argumentée. Dès lors où il y a un PLU, évidemment. S'il n'y a pas de document d'urbanisme, il n'y a pas les moyens de maîtriser le foncier. Après, c'est vrai que la question, c'est de savoir ce qu'on en fait, quoi. Après, ça pose la question du portage, parce qu'on n'a pas forcément quelqu'un pour prendre tout de suite. Et c'est là que ça peut être intéressant de discuter avec les établissements publics fonciers pour voir si effectivement ils peuvent porter. Alors, ils peuvent porter s'il y a les murs. S'il n'y a pas les murs, ça devient plus compliqué parce qu'ils n'ont pas vocation à porter des fonds de commerce, quoi. Donc c'est ça la vraie difficulté. Donc il faut surtout arriver à libérer le foncier entièrement, quoi. Parce que sinon,
effectivement, voilà. Et en même temps, j'allais dire, je pense que c'est pas trop la vocation d'une ville que d'acheter des fonds de commerce, quoi. Donc, enfin, nous, on se dirige plutôt vers les murs, quoi. Hein, voilà. Mais c'est vrai que c'est un sujet, parce que s'il n'y a que le fonds qui est à vendre, pour le coup. Oui. Ensuite, on avance et on reviendra après, hein, parce que je voudrais vraiment que tout le monde puisse s'exprimer. Je vous passe la parole tout de suite après. Oui, merci, Xavier Nicolas Senonche. Au-delà dans le prolongement de ce qui vient d'être dit, parce qu'on est tous confrontés à ce problème des locaux commerciaux qui se vident, et malgré les efforts que nos collectivités peuvent porter, l'exemple de Salins m'intéresse beaucoup. Je me permettrai de prendre ton attache aussi. Pas de problème. Voilà. La difficulté qu'on rencontre aujourd'hui, c'est aussi de trouver des candidats à différents métiers de commerçants. Parce que quand on discute, même avec des jeunes, avec des gens qui sont en situation de recherche d'emploi, on s'aperçoit que plus personne ne veut exercer ces métiers. Et parce qu'il faut travailler le samedi, pour certains le dimanche matin, ils finissent tard le soir, pour des rémunérations, pour la plupart d'entre eux, extrêmement modestes. Et qu'est-ce qu'on peut imaginer, là, aussi comme action en direction de ces professions pour les aider à vous donner un peu d'appétence à ces fonctions? Dans le volet rénovation Bourg-Centre, nous avons décidé avec la communauté de communes de racheter systématiquement les cellules commerciales vides, de les mettre à petit loyer le temps que le commerçant ou l'artisan devienne pérenne. Et dans un deuxième temps, le jour où il sera solidement établi, on lui revendra la cellule commerciale. C'est ce qui a été fait au Canet Rocheville par Michel Tabarot dans les années, il y a maintenant une vingtaine d'années, où elle avait une rue commerçante qui était complètement... mais alors, il n'y avait plus rien. Elle a mis en place cette politique. Aujourd'hui, c'est la rue commerçante la plus animée et la plus dynamique du Canet. Allez, dernier intervenant, et puis ensuite, je passe la parole au représentant du groupe Casino. Oui, vous faites bien de parler du groupe Casino. Dominique Davoine, maire adjoint chargé de l'urbanisme sur la ville de La Flèche, 16 000 habitants. La problématique que nous avons en centre-ville, c'est les commerces qui ont eu pendant longtemps leur gérant ou leur propriétaire qui habitait au-dessus du commerce. Aujourd'hui, les commerçants n'habitent plus au-dessus des commerces. Et ces logements ne sont plus accessibles, étant donné qu'ils étaient accessibles de l'intérieur. Donc il n'y a pas d'accessibilité au niveau extérieur. Donc c'est une problématique. Et puis, deuxième témoignage que je voudrais donner, et là je m'adresse plus au groupe Casino. On a eu il y a quelques années un commerçant qui vendait des vêtements et qui voulait laisser son bas de porte, mais qui ne voulait absolument pas le laisser. Il avait des propositions pour des agences immobilières, des énièmes agences immobilières. Lui, ce qu'il voulait, c'était redynamiser avec nous le centre-ville, et il voulait l'alimentaire. Et donc son bas de porte, c'est le groupe Casino qui a acheté le bas de porte. Casino a mis en place un commerce avec un couple très dynamique, trop dynamique sûrement, puisqu'en fin de compte, ça marchait très très bien. Et je pense que votre groupe a dû le trouver trop dynamique. Et donc ce couple est parti sur un autre casino. Est arrivé quelqu'un de beaucoup moins dynamique, de très peu dynamique. Et le commerce a fermé. Voilà. Donc ce que je voudrais dire, c'est que ça ne tient pas forcément que seulement d'une politique de la ville. Ça tient aussi de, bien sûr, les acteurs qui tiennent ce genre de commerce. Mais bien sûr, ça tient aussi aux acteurs, forcément. Comme pour tout, d'ailleurs. Hein, on le sait bien. Eh bien, voilà une excellente transition qui va me permettre de donner la parole tout de suite à Monsieur Delaune, qui est directeur général exécutif du casino de proximité. Et on voit bien que le retour des marques, notamment alimentaires en centre-ville, est absolument déterminant pour ces politiques de redynamisation. Donc, comment vous inscrivez-vous dans cette perspective? Comment êtes-vous partenaire des villes qui se lancent dans ce genre de démarche, et quelle est votre stratégie dans ce sens? Merci et bonjour à toutes et à tous. Alors effectivement, je vais essayer de répondre à toutes ces questions. Le commerce alimentaire de proximité est souvent considéré comme une locomotive pour d'autres commerces. Et c'est le rôle effectivement que l'on se doit de tenir à différents niveaux.
Les différentes initiatives de Casino Proximité, je vais essayer de les illustrer à travers 3 exemples. D'abord de l'innovation, ensuite de l'expansion et de l'ambition, puisque nous devons avoir de l'ambition pour le commerce alimentaire de proximité. Et le 3e, ça sera la rénovation. Parce que, et ça a été d'ailleurs dit à d'autres niveaux, nous avons beaucoup de commerces alimentaires de proximité au sein du groupe Casino et d'autres enseignes également. Et il est essentiel que l'ensemble de ces groupes, de ces enseignes, se rénovent, amènent de la rénovation à leurs bâtiments, à leur commerce, parce que c'est vital aussi de donner une bonne image de modernité à l'ensemble des commerces. Alors, avant de rentrer dans le détail, je voudrais juste vous donner quelques exemples, ou en tout cas quelques chiffres, sur ce qu'est le commerce alimentaire de proximité en France. Le commerce alimentaire de proximité en France, c'est 23 000 points de vente. 23 000 points de vente. C'est un commerce qui a souffert, bien évidemment, ces dernières années, ces dernières décennies, parce qu'il a vu l'émergence, au fur et à mesure, de différents formats. Les hypermarchés, les supermarchés, le hard discount, puis Internet. En revanche, c'est un commerce alimentaire, aujourd'hui, qui retrouve des couleurs, qui redonnent envie et qui retrouve de l'appétence d'un point de vue consommateur. Il retrouve cette attractivité parce qu'il y a également des évolutions démographiques et sociétales importantes. Je vous en cite quelques-unes au débeauté. C'est d'abord le vieillissement de la population. C'est favorable au commerce alimentaire de proximité et au commerce de proximité plus généralement. Également, le rétrécissement de la taille des foyers. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de foyers monoparentaux, voire avec une seule personne par foyer, qu'il y a de cela quelques années, et il y a 30 ans notamment. Autre exemple, les foyers de 4 personnes étaient, en France, représentaient plus du tiers de la population. Maintenant, c'est moins de 20% des foyers en France qui sont composés à minima de 4 personnes. Donc ça aussi, ce sont des éléments qui tendent à ramener de l'attractivité sur les commerces alimentaires de proximité. Alors en termes d'innovation, qu'est-ce que le groupe Casino et Casino Proximité fait? Alors nous avons, chez Casino Proximité, 6 900 points de vente. Donc c'est beaucoup de points de vente à travers la France, avec différentes enseignes. Vous en connaissez probablement l'essentiel, c'est Vival, c'est Spar, c'est Casino Shop, Petit Casino. Et je pense que l'exemple que monsieur prenait sur la flèche était un ancien Petit Casino, probablement. Voilà, donc nous avons différentes enseignes. Nous ne sommes pas nouveaux sur le secteur, puisque le succursalisme du commerce alimentaire de proximité est né avec Casino le 9 juin 1898. Donc ça vous donne un petit peu une idée de l'expérience ou du savoir-faire que nous avons dans ce domaine. Alors, premier exemple, ou en tout cas premier thème, l'innovation. En quoi le commerce alimentaire de proximité, finalement, innove aussi? Eh bien, l'innovation, je vais vous la matérialiser ou vous la traduire par l'exemple de Leader Price Express, qui est un nouveau format. Un nouveau format que nous avons développé depuis juillet 2014, donc moins d'1 an. Leader Price Express, c'est quoi? Ce sont donc des commerces alimentaires de proximité, de petite surface, puisqu'on est entre 150 et 200 mètres carrés en moyenne. Nous avons donc lancé ce nouveau concept il y a moins d'1 an. Aujourd'hui, nous en avons 400 à travers le territoire. Ce ne sont pas des créations, ce sont des transformations. C'est-à-dire que bien souvent, nous avons considéré que des emplacements qui étaient alloués à une autre enseigne, et en l'occurrence Petit Casino, eh bien, pouvaient trouver à mieux s'exprimer avec une enseigne comme celle de Leader Price Express. Ce concept, c'est quoi? C'est amener du discount en proximité. C'est quelque chose de totalement innovant puisque ça n'a jamais été fait dans l'alimentaire de proximité. C'est-à-dire amener l'attractivité tarifaire, amener du prix, le meilleur prix possible aux consommateurs directement chez eux. Donc vous retrouvez dans ces magasins les mêmes tarifs que ceux que vous pourrez trouver dans un Leader Price qui est lui plus en zone périurbaine et de taille plus importante. Donc ça c'est quelque chose de très très important puisque vous avez véritablement une attractivité tarifaire. Donc ça trouve un public économe. Nous avons un public qui répond et qui a besoin, ou en tout cas qui a ces attentes-là. Nous répondons à ce besoin-là. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, 400 magasins ont trouvé à ouvrir à travers la France.
Donc ça, c'est un succès, ou en tout cas, c'est une innovation qui tend à amener le commerce de proximité et qu'il devienne le plus accessible à une certaine catégorie de personnes dites économes. Ensuite, en termes d'expansion et d'ambition, puisque nous avons beaucoup d'ambition sur le commerce alimentaire de proximité. Nous avons ouvert l'année dernière 300 nouveaux points de vente à travers la France. Nous souhaitons en ouvrir plus de 400 cette année. Je vais illustrer ça par un exemple tout à fait concret. Hier, j'étais pas très loin d'ici, puisque j'étais à Trévoux-Tréguignac, qui est une localité de 1600 habitants à quelques kilomètres d'ici. Eh bien, nous avons ouvert un magasin Vival de 170 mètres carrés à peu près. Et ça illustre aussi ce que j'appellerais un partenariat public-privé-entrepreneur. Pourquoi ? Parce que c'est la mairie de cette commune qui a trouvé le local. Ce local était anciennement une salle des fêtes. Eh bien, la mairie, qui n'avait pas de commerce alimentaire de proximité en son sein depuis des années, a trouvé intéressant de transformer la salle des fêtes en un commerce, un commerce alimentaire de proximité. Et donc, nous avons été sollicités, nous avons répondu favorablement à l'appel de la mairie pour monter avec eux ce projet-là, et nous sommes allés chercher un franchisé, et là je rejoins effectivement aussi un des propos qui a été fait tout à l'heure, qui a été donné, à savoir la complexité de trouver des commerçants aujourd'hui. C'est difficile, effectivement, de recruter, soit en franchise, soit en salarié. En tout cas, ce sont des métiers contraignants, puisque, effectivement, on est ouvert 6 jours et demi, voire 7 jours sur 7. Et donc, nous avons trouvé un franchisé, et nous sommes allés le chercher dans le sud-est de la France. Mais pas par hasard. Nous sommes allés chercher dans le sud-est de la France quelqu'un qui avait habité dans cette localité et qui avait encore de la famille à Trévoux-Tréguignac, et qui a encore sa famille là-bas. Et donc, cette personne qui avait déjà une franchise Vival dans le sud-est est maintenant venue et a ouvert depuis le 13 juin dernier, donc ça fait pile une semaine, a ouvert ce nouveau commerce. Et là, on reparle de dynamisation du centre-ville, puisque c'est le seul commerce alimentaire sur cette commune et sur les communes alentours. Les autres commerces sont à 9 km de cette localité. Donc voilà, ça illustre aussi de quelle façon et quel est notre rôle d'accompagner les maires de petites villes de France à dynamiser leur centre-ville, leur centre-bourg, avec des locaux qui sont disponibles. Nous répondons présents dans la mesure du possible pour effectivement y amener une enseigne comme Vival, trouver un franchisé, effectivement avec la mairie d'avoir des conditions financières qui soient totalement acceptables pour le franchisé, de telle façon que son commerce se pérennise et qu'il puisse perdurer dans le temps. Autre élément, sur la rénovation. La rénovation, c'est quelque chose de très important parce que, je vous l'ai dit, on est le groupe Casino depuis 1898 inscrit dans le panorama, dans le paysage, et bon nombre de nos magasins n'avaient pas forcément été rénovés depuis un certain nombre d'années. C'est pour ça qu'on a lancé un très gros chantier de rénovation, et je suis d'ailleurs très content qu'à Saint-Flour, il y avait un petit casino, il a été transformé en casino shop, il a rouvert la semaine dernière normalement. Eh bien, ça s'inscrit effectivement dans cette modernisation de l'ensemble des commerces alimentaires de proximité qui doivent être totalement en accord avec ce que cherchent les consommateurs aujourd'hui, tant dans l'offre, dans l'assortiment, qu'également dans l'attractivité ou en tout cas dans la perception visuelle que nos magasins doivent donner. Les couleurs ont changé, les gens ont envie d'avoir autre chose. Il faut répondre aussi à ça pour ne pas tomber dans une vétusté à la fois des locaux, mais également du visuel. C'est très important. Et si nous ne faisons pas ça, ce n'est pas uniquement notre commerce qui commencera à péricliter, mais potentiellement la zone commerciale alentour. Donc c'est là où aussi nous avons un rôle de locomotive et nous devons absolument nous inscrire dans ces programmes de rénovation lourds, conséquents, mais qui sont aussi indispensables pour permettre la pérennité de l'ensemble des magasins à travers les villes de France. Donc voilà les 3 axes que je voulais vous donner, c'est innovation avec un nouveau concept, expansion parce que nous allons encore développer, et rénovation parce qu'il est, encore une fois, indispensable de rénover le parc de magasins où qu'il soit. Merci pour ce témoignage.
Alors en fait, pour ceux qui auraient des locaux justement disponibles, puisque nous avons la chance d'avoir quand même un opérateur, parce que souvent c'est quand même une de nos difficultés, hein, d'avoir des interlocuteurs pour s'installer en centre-ville. On va également demander à notre administrateur de mettre en ligne toutes les coordonnées pour que, voilà, hein, je reviendrai tout à l'heure sur cette mise en commun d'informations qu'il faut mettre en place. Mais maintenant, je vais laisser la parole à monsieur Francis Palambic, qui est le président de la Confédération des commerçants de France et qui va nous dire un petit peu, voilà, qu'est-ce qu'il pense de ces stratégies territoriales qui sont en place maintenant et puis comment ils peuvent les accompagner dans leur démarche. Et c'est donc monsieur Hervé Lemain qui enchaînera sur ce sujet. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Et d'abord, merci à l'organisation de m'avoir invité aujourd'hui. Et pour ne pas vous le cacher, je suis enthousiaste après les propos qui ont été tenus par nos élus. Vous êtes vraiment dans l'action pour faire changer les choses et il faut les faire changer. Je représente la Confédération des commerçants de France qui rassemble 14 fédérations professionnelles alimentaires, non alimentaires. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai écouté avec beaucoup d'attention les propos de M. Delonne et je suis d'ailleurs en relation avec un des membres du directoire. Donc le but de la Confédération des commerçants de France indépendants, c'est de rassembler toujours plus, toujours davantage les TPE du commerce, les toutes petites entreprises de moins de 11 salariés. Et étant donné que vous êtes élu maire, conseiller départemental, eh bien, vous êtes en relation permanente avec nos entrepreneurs de centre-ville, ce commerce de proximité qui existe et qui n'est pas près de disparaître, rassurons-nous, compte tenu d'abord de l'appel des consommateurs. Les consommateurs souhaitent conserver leurs achats avec tradition dans certains cas, mais le fait que les consommateurs soient informés plus qu'ils ne l'ont jamais été par Internet, par le numérique, eh bien, ça impose à nos commerçants, ça impose à nos entrepreneurs, TPE, d'être bien sûr dans l'évolution du marché, dans l'évolution des populations, puisqu'il y avait 2 canaux pour les consommateurs, on achetait en centre-ville ou en périphérie, c'était assez simple il y a quelques années, ce n'est plus le cas. On achète sur Internet, on achète par correspondance, on consulte, on achète jour et nuit, si on peut dire, par le biais de l'Internet. Donc, plutôt que de s'effaroucher par rapport à cette évolution technologique, je pense qu'il faut au contraire rentrer dans cette évolution technologique et nous appelons nos amis des CCI, avec qui je collabore étroitement, de la CGPME, auquel nous appartenons en tant que Confédération des commerçants de France, eh bien de se rassembler pour justement permettre à nos commerçants de s'adapter. Et je lance un appel à ceux qui nous entourent au niveau du monde du commerce, comme les CCI, de concourir aux côtés des maires pour nous permettre cette évolution. Et je me réjouis d'un point important, c'est que la loi Allure, la loi de 2014, la loi de Sylvia Pinel, a fait beaucoup avancer le curseur. Des moyens supplémentaires sont accordés, sont utilisables par nos élus et nos maires. D'ailleurs, les 2 maires présents, entre autres, l'ont dit avec beaucoup de force et de conviction. Vous avez, à l'heure d'aujourd'hui, des moyens. La préemption ne se fait pas que, comme à l'origine, par la loi Dutreil, la mairie rachète. Non, c'est beaucoup plus complet que ça. C'est beaucoup plus large que cela. Il peut y avoir même
dans le cadre d'une vacance de commerce, la mairie peut impulser une location-gérance momentanément. La mairie a des moyens maintenant pour contraindre, mais d'une manière positive et objective, les propriétaires qui laisseraient leurs locaux fermés. Et il y a quand même une loi sur la vacance commerciale qui est importante. Alors, quand je vous ai parlé des acteurs périphériques au maire, parce que le maire ne peut pas tout faire, le maire a beaucoup d'activités, le maire est très sollicité, eh bien, j'ai dit à Madame Moreno, la juriste au national et de la CCI de Paris, qui va me recevoir bientôt, ainsi que le président Marcon, je leur ai dit, il faut que vous alliez plus loin dans l'information de nos élus. Parce que les élus, ce sont des chefs d'entreprise, en quelque sorte, avec toutes leurs activités, et ils ne peuvent pas tout savoir au même moment, tout impulser de manière immédiate. Il faut les soutenir et les aider. Et dans les initiatives également que je souhaiterais vous proposer ou vous suggérer aujourd'hui, la Confédération des commerçants de France, il y a 2 ans, a travaillé sur un site qui représente une base de données nationale pour faciliter la rencontre des maires avec les entrepreneurs qui sont à la recherche d'un local commercial. Ça s'appelle Ville et Commerce. Monsieur, d'ailleurs, Stéphane Collat est dans la salle. Si vous voulez le contacter tout à l'heure ou lui poser des questions ou de lui demander sa carte, eh bien, c'est un site national qui met en relation celui qui recherche une activité, celui qui a fermé, et quand les maires sont à la recherche de pourvoir leur ville de commerces qui ont disparu, eh bien, ce site Ville et Commerce est particulièrement adapté. Et dernière chose, après je vais bien sûr laisser la parole à mes collègues et à mon collègue Hervé Leminck, avec qui je travaille également étroitement, la journée du commerce de proximité, mais il vous fera vibrer d'envie avec ses propos, j'en suis certain. Je travaille depuis un certain nombre d'années, du fait que je suis aux côtés des indépendants chausseurs, de par mon métier par le passé, jusqu'en 2014, indépendant, groupement d'indépendants de chausseurs. Je suis en relation avec le Québec. Le Québec, c'est un pays ami, c'est francophone, c'est toute une histoire, le Québec. Je ne rappellerai pas la grande phrase mythique, mais le Québec a pris peur il y a quelques années. Et il s'est inspiré d'un projet qui est né en Ontario. Alors, ce que je vais vous dire là, chers amis, chers maires, chers politiques, chers commerçants, entrepreneurs, je lance presque un appel à réflexion sur ce que je vais vous dire. J'ai mon site, j'ai toutes les possibilités de vous contacter ou d'être contacté. Quand au Canada, ils ont constaté que les grands groupes américains d'Amérique du Nord arrivaient en force pour se manifester dans les périphéries, pour apporter un grand commerce, eh bien, ils se sont dit, il ne faut pas arrêter l'évolution. Toutes les formes de commerce ont leur légitimité. Moi, je ne serai pas celui qui va vous dire les centres-villes, les petits commerçants contre la périphérie, ces grandes surfaces, ils nous bouffent, ils nous anéantissent. Ce n'est pas du tout le propos. Le propos, c'est de se rassembler, de travailler ensemble et d'agir. Et de collaborer ensemble, dans certains cas, avec les périphéries et les centres-villes. Et pour faire court et pour vous donner le nom de ce projet qui me tient à cœur, j'ai proposé déjà à M. Bédère et à monsieur, je vous le proposerai de rejoindre cette commission de travail que j'ai construite avec les Canadiens en début d'année. Nous allons être reçus par le maire de Montréal, avec ceux d'entre vous qui seront partants pour découvrir le principe des sociétés de développement commercial. C'est un projet qui s'inspire de ce que vous faites déjà, sauf que vous avez un gros handicap. En France, on n'est pas allé assez loin, comme souvent. Le courage politique, parfois, au niveau des hautes instances, manque un peu. Mais
on peut le réveiller, ce courage politique. Eh bien, les sociétés de développement commercial, c'est tout simplement des unions commerciales constituées, mais comme au Québec, ils ont quand même mis en place, le monde politique a mis en place un décret de loi qui s'applique provincialement. Quand une société de développement commercial se crée à Saint-Flour, à Salins, eh bien, et que la ville, les acteurs privés, parce que ça vient principalement de l'acteur privé, de ce commerçant, de cet entrepreneur, de cette profession libérale, parce qu'il ne faut pas s'en tenir qu'aux commerçants. C'est commerçants, artisans, profession libérale. J'ai été président de l'Union commerciale de Gex et j'avais créé l'association des commerçants, artisans et professions libérales. Eh bien, quand un SDC se crée, et vous le verrez pour ceux d'entre vous qui viendront à Montréal fin octobre, j'en ai parlé à Martine Pinville, que je connais bien, j'ai la chance de la connaître, la nouvelle secrétaire d'État, et elle sera très attentive, je pense, à ce dossier. Eh bien, quand un SDC se crée, ou se créerait à Saint-Flour ou à Salins, eh bien, tous les acteurs du périmètre, à partir du moment où il y a eu un appel à projet, effectué par la mairie, pourquoi pas, hein, c'est quelque chose qui peut s'organiser, ce n'est pas impossible, quand on veut, on peut. Eh bien, quand il y a plus de 50% de tous les acteurs qui sont fiscalisés, qui sont entrepreneurs, professions libérales, artisans, qui sont pour la naissance du SDC, les règles du jeu de cette société de développement commercial, elles s'appliquent à toute la zone, à tout le périmètre, à charge qu'il y ait 3, 4, 5, 10 périmètres. La plus grande, à Montréal, j'étais avec le directeur général de du plus grand SDC de Montréal, 8000 membres, tout confondu. Eh bien, tout le monde doit participer. Eh bien, si on veut réussir, chers amis, politiques, entrepreneurs, élus, si on veut réussir, il faut se rassembler, il faut tous participer pour agir ensemble. Et je crois que c'est une réflexion que je vous propose. Messieurs les maires, vous êtes directement impactés, collectivités territoriales. Il faut un système, il faut que la loi, une loi que nous adapterons chacun dans nos villes. Il ne s'agit pas d'imposer pour imposer, ce n'est pas le but. Il faut donner envie d'eux. Mais s'il y a un fond de loi, un socle de loi, une fondation avec une loi, après, eh bien, dans les villes petites, moyennes, très grandes, vous vous organiserez. Mais dans le cas d'un SDC québécois, tout le monde doit participer parce que qu'est-ce qui se passe actuellement? Oui, mais moi, vous comprenez, je ne suis pas intéressé. Moi, ce que vous faites, ça ne m'intéresse pas. Oui, oh, l'union commerciale. Alors, les unions commerciales, si belles soient-elles, si bonnes soient-elles, elles finissent par s'user. Et les gens qui les portent s'usent avec. Et le maire s'essouffle également. Alors, j'ai été peut-être un peu passionné dans mon propos. Pardonnez-moi, monsieur le maire, d'avoir été un peu long. Mais je pense que le message que j'avais à vous confier était quand même intéressant et important pour l'avenir. Merci, monsieur le président. Voilà, des propositions concrètes du e-commerce, un site ville e-commerce, des sociétés de développement commercial, du partenariat entre le commerce traditionnel et le commerce périphérique, très important et possible. Et possible, parce que ça marche dans certains secteurs. Et absolument indispensable. Maintenant, je vais laisser Maintenant, c'est l'objet des opérations Centre-Bourg, exactement, et vous avez vu qu'il y a beaucoup d'élus qui sont à l'écoute de tout ça, parce que nous sommes nombreux. Alors donc, je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous donner envie d'aller à votre journée nationale du commerce de proximité. Ensuite, on réouvre le débat et après, on arrête parce qu'on est tenu par un délai. Désolé, je n'ai pas la bonne place. Monsieur le maire, merci beaucoup. Cher président et Francis, je rejoins ta passion pour le commerce. Pour 5-10 minutes. Oui, et je pense, absolument. Non, je ne vais pas prendre 2 heures. J'étais dans votre région il n'y a pas très longtemps, à Clermont, où j'intervenais pour la Chambre de commerce, entre autres. Je prends la suite de Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France. Mais en fait, ce que je vais vous proposer est un peu un préambule. Ça vient un peu en amont de la partie législative dont parlait Francis Palombi. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour d'abord aux élus et aux opérationnels des territoires qu'il ne faut pas oublier. Je m'appelle Hervé Leminck, j'ai créé, il y a déjà quelques années, en 2005, une opération qui s'appelait à l'époque la journée, simplement la journée
du commerce de proximité. Je l'ai créé en 2005 en tant que président d'une union commerciale. Alors, je voudrais simplement dire que j'ai entendu depuis le début, messieurs les maires, des choses très sympathiques, parce que je vous ai entendu parler d'associations de commerçants, de managers de centre-ville, et je pense que ce sont des entités ou des hommes et des femmes qui sont incontournables. Et lorsque le thème de ces assises, c'était donc que les petites villes sont en première ligne, je pense que là, véritablement, vous avez mis le commerce en première ligne. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est la journée du commerce de proximité, qui est devenue, depuis 6 ans, la journée nationale du commerce de proximité? Tout simplement parce que c'est une expérience qui vient du terrain. Je m'étais rendu compte, en tant que président d'union commerciale, qu'on était parfois assez seul et que je remarquais que les acteurs économiques qui sont d'abord les deux acteurs de premier plan, qui sont les municipalités et les unions commerciales, mais également les chambres consulaires, le conseil maintenant départemental, parfois les centres sociaux, eh bien tout ce petit monde travaillait parfois un petit peu de manière désordonnée et qu'on était, nous, commerçants, finalement, pas très organisés et qu'on ne savait pas nous vendre. On savait vendre nos produits et nos services, mais pas se vendre en tant qu'acteur de la commune, et on ne savait pas exprimer toute l'utilité avec un grand U du commerce dans la ville. Et j'ai pensé qu'on pouvait travailler du reste. À la suite, à l'époque, un grand distributeur qui, en 2005-2006, occupait les médias avec, je dirais, sa faconde, enfin, finalement un certain talent, et je me disais, mais comment ça se fait? Nous représentons, nous, une force, dans le bon sens du terme, une force politique. On peut participer à l'harmonie de la ville, et on ne sait pas l'exprimer parce que nous ne sommes pas toujours réunis. Donc j'ai tout simplement proposé à mon maire de créer une journée qui soit récurrente, une journée qui intervienne une fois par an, qui soit la journée du commerce de proximité. En quelques mots, au bout de 3 ans, nous avions 13 ou 14 villes dans les Hauts-de-Seine, puisque ça a démarré dans une ville, les Hauts-de-Seine. Nous avions 14 villes dans les Hauts-de-Seine. Nous avons eu donc pas mal de visibilité. Et j'ai répondu en quelque sorte à un appel d'offres à l'époque du CREDOC et d'un rapport qui avait été commandé par un ministre de la ville, qui était le commerce dans toutes ses composantes. Et dans toutes ses composantes, c'est-à-dire, bien sûr, économique, sociale et environnementale. Et dans ce rapport, il était proposé de créer une journée du commerce de proximité. Donc cette journée, elle existait depuis 3 ans dans les Hauts-de-Seine. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le cabinet du ministre et l'État a accepté de porter cette opération et a été portée par, à l'époque, plusieurs ministres de la ville, parce que je voyais d'abord cette opération sur son aspect lien social et fédération de tous les acteurs économiques. Et ensuite, ça a été, bon, cette année, je ne vais pas en parler au passé, mais c'était porté par Carole Delga, puisqu'elle vient de quitter le gouvernement. Donc, cette journée, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une journée récurrente. C'est 333 villes qui ont été labellisées en 2014. C'est un label qui fonctionne un peu comme les villes fleuries, qui prend la forme physique d'un panneau en entrée de ville, mais au lieu d'avoir des petites fleurs, ce sont des petits sourires. Vous avez au sein du jury, bien évidemment, pour apprécier ce label, toutes les fédérations professionnelles, entre autres Francis Palombi ici présent, mais également la Fédération française de la franchise, le Conseil du commerce de France, le commerce associé, un représentant de plusieurs ministères, et nous attribuons tous les ans donc ces labels, et on parlait d'outils, et c'est véritablement un outil politique que je vous offre. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous voulez en savoir plus, je me tiens à votre disposition et je vous en remercie. Voilà, merci.
Donc des journées nationales et un label à votre disposition. Vous voyez que les outils existent. Bon, je voudrais remercier tous les intervenants. On va prendre quelques questions parce qu'on a encore une dizaine de minutes. Oui, Jean-Vincent Valliès, maire chez Signes, petite ville de 9000 habitants, agglomération orléanaise. Deux questions, et peut-être une, notamment au vu de l'expérience et du témoignage extrêmement intéressant de notre collègue, qui me vient, c'est la question de la complexité. On n'a pas, en tout cas moi j'ai pas, le sentiment dans ma ville d'avoir l'opérationnel, le management, les moyens pour pouvoir mener tout ça, l'ANA, enfin l'ensemble de ces opérations-là. Et je reviens à la question du périurbain. On est aussi là dans, à mon avis, aussi une problématique de cette nature-là, parce que on a quand même, en lien avec les politiques publiques locales, de la gouvernance qui est d'agglomération, où le périurbain peut avoir un petit peu une place un peu oubliée. On n'est pas tout à fait dans le département. Le département développe des opérations liées au développement économique, etc., où on ne peut pas tout à fait y émarger. Donc je me dis qu'il y a là sans doute peut-être une réflexion à avoir, y compris avec notre association, sur comment donner un point de vue méthodologique, un accompagnement méthodologique aux communes qui se trouvent dans cette situation et qui n'ont pas a priori les moyens de mobiliser tout ça, parce que ça demande beaucoup d'énergie, du temps, etc. Donc je sollicite l'association pour une réflexion dans ce niveau-là, peut-être avec la spécificité du périurbain, mais on aura l'occasion de se retrouver sur cette question-là, parce que tu m'as déjà enregistré pour la première réunion, je l'ai bien noté, mais bien volontiers. Deuxième question, mais qui rentre en ligne de compte là. On n'a à aucun moment des témoignages entendus parler d'économie solidaire et d'éventuellement sur des petits bourgs, sur des petites opérations, et aussi de l'économie participative. C'est-à-dire solliciter les commerçants, les artisans, mais aussi les citoyens pour soutenir la politique municipale et pour créer de la mobilisation citoyenne autour du portage de l'un ou l'autre des projets. Je serais intéressé d'avoir des témoignages, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais en tout cas dire que dans ma réalité de maire, cette dimension me manque. Et si on a les possibilités de donner suite à ça, je serais intéressé. Merci. Alors il y a évidemment toute la question de la communication derrière pour l'appropriation des projets. Hein. Et évidemment, dans ces projets centre-bourg, il faut intégrer une politique de communication lourde. Vous avez vu tout à l'heure que dans le dossier de notre collègue, il y a un agent de communication qui est là. Il faut que la population s'approprie tout ça. Après, économie solidaire, ça dépend vraiment des territoires. C'est toujours pareil, il faut des acteurs. Il faut qu'il y ait des acteurs locaux pour pouvoir s'inscrire dans une stratégie territoriale. Donc dans certains cas, nous c'est le cas, on va monter un garage solidaire, on est en train de faire un certain nombre d'actions dans le cadre d'un contrat social qui est à côté de l'opération Bourg-Centre, le centre-bourg du moins, mais ça dépend vraiment du territoire. Sur la spécificité, après je te laisse la parole parce que tu veux donner un exemple, sur la spécificité du périurbain, on voit bien qu'on doit, nous, petites villes, prendre ce problème à bras-le-corps parce que toutes ces petites villes ont des préoccupations particulières de plus en plus importantes et il faut qu'on travaille sur ce sujet de façon à ce qu'on puisse en faire un des grands thèmes futurs pour pouvoir faire des propositions et faire cheminer des amendements nécessaires pour pouvoir justement mieux intégrer ces petites villes dans leur métropole parce que c'est tout le sujet. Hein. On a vraiment deux types de préoccupations. Hein. On l'a dit hier, je ne recommence pas, hein, mais je pense qu'on a vraiment un énorme travail là-dessus. Tu avais un exemple? J'ai deux exemples. Le premier, on a la chance d'avoir Habitat et Humanisme, qui est une très très belle association où ce sont des particuliers
qui donnent en défiscalisant des sommes. Et dans ma ville, ils ont repris un immeuble complet qui avait été brûlé. Ils ont fait des logements sociaux pour familles en difficulté et une épicerie solidaire au rez-de-chaussée. Donc, effectivement, on les a accompagnés, on a abondé sur cette association parce que ça nous semblait être du lien social. La deuxième chose, en tant que maire, on sait forcément quand un commerce ferme ou se regroupe. J'ai 2 pharmacies qui ont décidé d'en faire plus qu'une seule. Donc, il y en a un qui est... Le pharmacien est venu me voir, il m'a dit « Monsieur le maire, je voudrais bien m'installer à tel endroit, mais j'ai besoin que vous me vendiez un petit bout du terrain public. » Je lui dis « Ok, qu'est-ce que vous mettez en centre-ville ?»« Ah, je ne sais pas encore. » Je lui dis « Écoutez, ça va être très simple. Moi, j'ai besoin d'une boulangerie en centre-ville. J'en ai 2 qui sont face à face à une extrémité de la ville. Il y en a un, je voudrais qu'il revienne en centre-ville. » Je lui dis « Allez le voir, mettez-vous d'accord. Une fois que vous serez d'accord, vous aurez votre petit bout de terrain pour construire. » C'est fait. Les 2 pharmacies vont fusionner dans un endroit où il y avait un manque de chalandise et l'ancienne pharmacie va devenir la boulangerie de centre-ville dont j'avais besoin. Merci. Alors, autre question. Oui, madame. Il nous reste 5 minutes. On va arrêter à -5. Oui, bonjour. Maire adjoint de la ville de Saint-Claude en Guadeloupe. 10 800 habitants. Voilà, je voudrais juste porter notre expérience. Nous sommes ville universitaire, qui aurait pu être un avantage pour nous, mais l'université est arrivée avant de penser le développement de la ville, sachant que les étudiants ont des besoins et nous n'étions pas encore prêts pour pouvoir leur offrir tout ce dont ils avaient besoin. Donc, actuellement, nous sommes en train de redynamiser le bourg et nous avons fait appel à un développeur qui se charge justement de négocier les points qui sont un peu épineux pour nous, à savoir lorsqu'il y a des maisons qui sont un peu à vendre ou alors où les propriétaires ne sont pas présents. Donc, cette entreprise, finalement, ce développeur se charge pour nous et de porter aussi nos opérations de construction et d'aménagement pour pouvoir permettre aux artisans et aux commerçants qui veulent s'installer. Le problème pour nous, c'est que nous ne sommes pas une ville passante. Pour venir à Saint-Claude, il faut vraiment venir. Donc, c'est toute la difficulté pour nous de pouvoir justement faire venir les entreprises qui voudraient bien s'installer. Et c'est là toute la difficulté pour nous de pouvoir permettre de redynamiser notre bourg et aussi créer aussi des emplois pour notre ville. Voilà. Merci, madame. On voit bien que c'est l'ingénierie qui est déclencheur. Dans votre cas, vous avez un développeur, nous on l'appelle manager de centre-ville, mais ça répond aussi à une partie de votre question tout à l'heure. Je pense qu'il est absolument important, alors soit avec l'appui de l'Interco, soit avec la ville, si elle a suffisamment les moyens, de justement se doter tout de suite de moyens d'ingénierie spécialisés, en veillant à ce que les personnes recrutées soient vraiment des développeurs en matière de centre-ville et qu'ils aient une expérience du lien entre justement toute la partie développement territorial et commerce de proximité, voire habitat, quoi. C'est vraiment une compétence particulière qu'il faut aller chercher et c'est déclenchant. Oui. Rémi Rebeyrotte, maire d'Autun. Je profite qu'il y ait des représentants du commerce indépendant pour leur poser la question. Je suis dans une ville où le commerce résiste, au centre-ville, pas trop mal. Mais alors, pour faire travailler ensemble des commerçants indépendants, il faut vraiment m'expliquer, quoi. C'est-à-dire qu'il y a eu des tentatives d'union commerciale, mais tôt ou tard, ils ne peuvent plus supporter, donc tout ça se part de tous les côtés. Ils passent une bonne partie de leur journée à critiquer le voisin plutôt qu'à essayer de valoriser leur rue. Donc là, je me dis, si vous voulez, est-ce qu'il y a une solution sociologique, psychologique, pour essayer de trouver à un moment des commerçants indépendants qui ont envie vraiment de travailler ensemble, de développer ensemble, d'avoir une image positive de leur commerce, de vraiment, si vous voulez, d'être vraiment des acteurs d'un développement, ça a été dit, harmonieux du territoire. Voilà, là c'est vraiment, je ne crois pas être le seul, hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de spécifique à la profession, si vous voulez.
Merci, Oui. monsieur le maire. Évidemment, même si quelquefois c'est de la méthode Coué, il est important que chacun porte une image positive. Et pour la porter, il vaut mieux la porter tous ensemble sans tirer sur le voisin. Alors, monsieur, qu'est-ce que vous en pensez? Je serai très court, monsieur le sénateur-maire. Bon, parce que d'une part, j'ai parlé suffisamment peut-être juste avant, mais pardonnez-moi, je suis méditerranéen et j'aime bien m'exprimer. Mais je réponds, monsieur, je pense que j'ai déjà, pour partie, répondu en vous citant l'exemple du Québec, qui a su justement créer un socle d'un décret de loi qui permet à tous les acteurs, les entrepreneurs, les mairies, de structurer, d'organiser, afin que tout le monde soit tenu de participer. Je n'ai pas dit, vous avez remarqué, je n'ai pas dit obligé, tenu de participer avec force et volonté. Et voilà. Je rajouterai un point pour parler du commerce solidaire et du commerce participatif. C'est une belle évolution, mais à condition que nos élus, nos politiques maintiennent quand même un cadre afin que ça ne dérive pas vers parfois de la concurrence déloyale. Merci. Alors, un tout petit mot. Oui, je voulais simplement apporter un petit témoignage. Une dernière question et puis on arrête. Pour répondre à votre question, monsieur, je ne sais plus où était ce monsieur. Bon, simplement, je suis président d'Union commerciale depuis plus de 15 ans. S'il y avait une solution, ça se saurait. Je fais partie d'un certain nombre de fédérations qui rassemblent un petit peu tous ces présidents d'union commerciale et on a un peu les mêmes, entre guillemets, clients au sein de nos associations. Donc, on essaye de trouver des moyens et justement, l'outil Journée nationale du commerce de proximité, c'est un outil qui est pédagogique. Voilà. Et on fait passer des messages à travers cette journée pour donner du sens au rôle du commerce, son utilité avec un grand U dans la commune. Donc c'est une façon, les maires, les élus qui ont su utiliser cet outil savent mettre en valeur leurs commerçants et leur faire passer des messages. Excusez-moi. Merci, merci monsieur le maire. Merci, je prends la dernière question, s'il y en a une. Voilà, parce que ma mission, c'est qu'on soit dans les temps. Désolé. Oui. Oui, en préambule, vous parliez d'opérations groupées ou d'opérations individuelles. J'ai pas bien compris la nuance. Oui, pour le FISAC. Alors, pour le FISAC, d'abord, premièrement, vous avez le cahier des charges qui est disponible en ligne. Je pense qu'on pourra même le mettre d'ailleurs sur le site de la PVF. Deux types d'opérations. Opération individuelle, ça veut dire que c'est lorsqu'il y a un projet dans une commune rurale de moins de 3000 habitants notamment. Là, c'est une opération individuelle. C'est un commerce. C'est le commerçant directement qui porte l'opération. Opération collective, on rentre dans une stratégie territoriale de laquelle on a beaucoup parlé tout à l'heure. Et en fait, c'est celle qui permettra d'obtenir des appuis ensuite à la rénovation des commerces. Voilà, pour faire très très simple. Voilà, je vous remercie en tout cas de l'attention. Juste une précision. Une seconde. Délai très court pour le FISAC. Les individuels, c'est 31 octobre où il faut déposer le projet. 31 janvier pour les collectivités. Voilà, donc deux étapes. Vous savez que vous avez cet outil. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je pense qu'il a été évoqué beaucoup de sujets, un exemple très intéressant. Simplement pour continuer tout ça, vous avez le lien avec la PVF, vous avez des possibilités d'avoir des informations sur notre site et on aura l'occasion évidemment de reparler de ces sujets si passionnants que sont les réhabilitations de centre-bourg. Merci à tous.